Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des robinets à sec depuis plusieurs semaines dans certains quartiers de la capitale économique du Cameroun. Des coupures prolongées d'eau qui engendrent d'importants désagréments dans des foyers où les populations sont contraintes de recourir à une eau de qualité douteuse issue des puits et des forages, s'exposant à des maladies hydriques. Et pour ne rien arranger, la Kamwata programme de nouvelles coupures d'eau pour la journée de jeudi, invoquant des coupures d'électricité à la station de production de Yato. Vous vivrez dans ce journal le calvaire indescriptible des Camerounais dans la capitale économique du Cameroun. Dans l'escale internationale, Alassane Dramane Ouattara réagit à l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le président ivoirien affirme qu'ils peuvent rentrer dans leur pays quand ils le veulent. Il s'engage même à prendre en charge les frais de voyage de Laurent Gbagbo et estime qu'il bénéficiera des indemnités dues au rang d'ancien, à son statut d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Vous l'écouterez dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans la ville de Douala, il ne se passe pas un jour sans que les populations soient confrontées aux coupures d'eau. Et la situation s'aggrave dans le 3e arrondissement de Douala, là où depuis plusieurs semaines, elles n'ont pas d'eau dans les robinets. Les robinets sont à sec. Elles sont contraintes, les populations, de se tourner vers les puits et les forages. Une eau de qualité douteuse qui les expose à de nombreuses maladies hydriques. C'est le constat que font nos reporters d'Alaskana et Sédek dans ce reportage. Sur la route de PK10, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Voilà plusieurs semaines qu'aussi bien dans cette partie de la ville que dans les autres quartiers, les robinets sont désespérément secs. Donc votre robinet est à sec? Le robinet est à sec depuis je ne sais pas combien de mois, depuis combien de temps. Regardez. Présentement, ça coule pas. Non, regardez. Regardez. Monsieur Ella, comme beaucoup d'autres habitants dans la ville de Douala, sont contraints de boycotter les journées de travail pour privilégier la chasse aux précieux liquides. Ah monsieur, c'est pas facile dans ce quartier pour avoir une goutte d'eau. Je suis dehors depuis 7 heures. Je suis allé à Tradex, il y a un rang pas possible. Tous les forages de ce quartier sont inondés de gens. De ce pas, je sors puiser l'eau à 14. À PK 14 pour avoir de l'eau. Parfois, ce dernier est contraint de jouer au chat et à la souris avec les robinets de sa maison. L'eau revenant parfois à des heures incompréhensibles et surprenant la famille profondément endormie. Il n'y a pas d'eau dans ce quartier. On ne connaît même pas qui a l'eau ici. Au début, il y avait, pour avoir de l'eau, l'eau arrivait souvent à 1h du matin. À 1h, entre 1h, 3h, si vous ratez, vous attendez une semaine, 2 semaines. Mais présentement, pour avoir de l'eau, si vous n'avez pas un vieux véhicule, pour aller chercher l'eau, pour faire le tour de Douala et avoir de l'eau, tout ce quartier, nous sommes privés d'eau. Nous sommes privés d'eau. Que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on ait de l'eau. C'est pas, on est tous les jours, vous êtes obligés d'aller à près de 10-15 km pour avoir de l'eau. Si monsieur est là, a la chance, lui, d'avoir un véhicule et de pouvoir ratisser large pour trouver de l'eau 5 à 10 km plus loin parfois, ce n'est pas la même chose pour d'autres habitants du quartier qui sont contraints de s'en retourner vers des propriétaires de puits de fortune, comme Viviane, à leur risque et péril. Et quand ça descend en bas, là, tu vois le bord là. L'eau là est jaune, c'est très sale. Quand tout le monde puise et tout ça, c'est sale. Moi j'ai le puits. Nous on utilise le puits pour préparer avec, pour laver les habits et pour se laver. C'est vraiment difficile ici dans notre quartier. Donc pour le problème d'eau, presque tout le quartier puise l'eau ici. Parfois ça emballe chez mon frère. Même si ce n'est pas de bonne qualité, on n'a pas le choix. On va faire, est-ce que tu peux rester sans boire de l'eau? On est obligé de boire ces eaux-là, franchement, qu'on mette de l'eau de temps en temps. Parce qu'on ne peut pas passer une semaine sans eau et on vit comme ça. Parce que même les maladies, les typhoïdes, là, nous sommes parfois atteints de ça ici. Les enfants souffrent de ça, nous-mêmes nous souffrons de ça. À PK10 comme ailleurs dans la ville de Douala, la quête de l'eau s'est transformée en véritable ruée vers l'or.
Tous les habitants ont donc les yeux tournés vers le ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de travail dans la capitale économique, espérant que leurs prières seront entendues. Une visite qui pourrait intervenir en fin de semaine en attendant un programme officiel. Néanmoins, le manque d'eau va se faire ressentir dans presque toute la ville de Douala demain, jeudi 8 avril 2021. Au moins 18 quartiers de la ville sont concernés par une coupure d'eau. La Kamwata se justifie en pointant du doigt une coupure programmée d'énergie électrique à la station de production de Yato. Selon un communiqué, la desserte en eau sera rétablie dans ces différents quartiers dès le retour normal de l'énergie électrique à la station de production de Yato. Parmi les quartiers où il y aura un manque d'eau demain, il y a Bonanjo, quartier administratif, Bonapriso, Aqua, centre des affaires, Bali, la zone industrielle de Bassa, Dakar, Cité-Sic ou encore Bonamoussadi. La Kamwata promet que des camions-citernes procéderont à la distribution de l'eau dans les quartiers les plus affectés. Elle présente ses excuses pour ces désagréments. Et en l'absence d'eau coulante, comment les populations vont-elles respecter les mesures barrières en cette période de Covid-19, période de crise sanitaire? La situation est difficile dans le 4e arrondissement de Douala, là où il y a une insouciance malgré la progression de la pandémie. Autorités administratives locales multiplient pourtant les descentes dans les marchés et autres espaces publics afin de conscientiser les populations sur la nécessité et l'enjeu du respect des mesures barrières et du respect des règles d'hygiène de base. Reportage Robert Moukoubé et Nadine Yambou. La maladie est dehors. Pour cela, nous devons porter le masque. Au milieu de cette foule de commerçants installés dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, le sous-préfet Daouda Issa rappelle la nécessité de porter un masque pour se mettre à l'abri du coronavirus. Le corona est effectivement là dehors et il fait rage. Nous sommes venus auprès de nos populations ce matin dans les différents marchés pour réitérer une fois de plus les mesures barrières. Le port de masque, le lavage des mains. Sillonnant comptoir et étal, l'autorité administrative tente de convaincre les plus sceptiques sur l'existence du coronavirus, soulignant au passage que personne n'est à l'abri de cette maladie. La Covid là est bel et bien là dehors. La maladie là ne choisit personne. Ça frappe, vous comprenez, non? Et lorsque nous ressentons une petite douleur, nous courons à l'hôpital. Les commerçants saisissent l'occasion pour appeler les pouvoirs publics à se pencher sur leur secteur d'activité plombé par la pandémie de coronavirus. Ce que je dis au sous-préfet, comme il représente le gouvernement ici, qui transmet notre message là-bas que ça ne va pas ici chez nous. Cette affaire de corona là, ça ne va pas. Ça ne nous permet pas, même de vendre, nous ne parvenons plus à vendre. Parce que ça a tout bloqué. Durant sa tournée, le sous-préfet de Douala 4e s'est tour à tour rendu au marché de Bonassama, du Grand Hangar et du Rail pour faire passer son message de prévention. À chaque étape, l'autorité administrative va remettre des masques de protection et du savon aux commerçants et usagers. Et cette pandémie de Covid-19 a un impact sur le fonctionnement du consulat général de France à Douala. Il est désormais fermé à la suite d'un cas Covid-19 détecté au sein du consulat général de France à Douala et compte tenu du nombre élevé des cas contacts au sein du personnel, le consulat général de France à Douala sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué rendu public cet après-midi. Et parlant de l'insalubrité dans l'arrondissement de Loum, les populations s'en plaignent. La situation prend de l'ampleur et la municipalité est accusée de manquer de moyens importants pour faire face à cette insalubrité et réduire les risques de maladies qui se dessinent dans cet arrondissement situé dans le département du Mungo. Reportage Jacquino Molan et Isabelle Carole Zoupet. À Loum, dans le département du Mungo, d'importantes quantités d'ordures et de déchets divers cohabitent avec les habitants. La santé de ces derniers est désormais fragilisée à cause de cet environnement insalubre. Pourtant,
Ne dit-on pas que pour un corps sain, un environnement sain? Hélas, c'est tout le contraire dans cette localité où l'insalubrité depuis plusieurs années dicte sa loi. Et ce, peu importe le quartier dans lequel on se trouve. Ça crée beaucoup d'ennuis, les moustiques, les maladies par là. Même les avions, même les avions ne nous laissent pas avec les avions dans l'air. Hein. Las d'attendre la réaction des autorités, les habitants de Loum se sont mobilisés pour donner fière allure à leur ville. Nous avons la poubelle qui traîne et puis les eaux qui nous menacent. Nous ne pouvons pas attendre toujours la mairie. C'est pour cela que nous, les gens du quartier, nous avons levé d'un coup de main cet acte que vous voyez là. Cette opération, qui vise l'amélioration de leur cadre de vie, est saluée par la mairie qui avoue son incapacité, faute de moyens, à assurer tous les besoins des populations. Il n'y a pas assez de moyens que la mairie. Le maire, nous créons tout nuit et jour. Nous créons nuit et jour par rapport à la décentralisation. C'est sur le papier, mais on ne pratique pas vraiment la décentralisation sur le terrain. De telles actions devraient être dupliquées dans plusieurs autres villes du pays où l'insalubrité a également fait son lit. Un chiffre inquiétant dans ce journal, 75% du bois issu des forêts camerounaises sont vendus illégalement selon les opérateurs de la filière. Ils constatent l'indisponibilité du bois local sur le marché camerounais. Ils exhortent le gouvernement à prendre des mesures pour limiter l'exploitation illégale du bois à travers les différents massifs forestiers existants sur le territoire. D'autres explications avec Élisée Bogba et Ike Cyril. D'importantes quantités de bois sortent des forêts camerounaises. Mais paradoxalement, sur le marché local, ce bois est introuvable. Nous ne trouvons pas ce bois sur le marché parce que la plupart de nos fournisseurs sont des personnes qui font dans l'illégalité. Nous appelons ça très souvent le bois sauvage. Ça veut dire que le bois n'a pas une traçabilité. On ne peut pas exactement vous dire dans quelle forêt on a coupé. On ne peut pas vous dire comment on a fait pour qu'il arrive. En fait, ça passe par le marché noir. Il se pose alors un problème de consommation intérieure du bois camerounais qui, selon des experts, se fait plutôt dans l'illégalité. Les enquêtes montrent que le bois est utilisé à 75% dans l'illégalité pour ce qui est de la consommation locale. Donc il y a toute une difficulté. Donc on ne peut pas, les opérateurs que nous sommes, on ne peut pas vouloir du bois et l'avoir. Un tour dans les administrations publiques et parfois même privées au Cameroun montre bien que la plupart du mobilier utilisé est importé. Il existe pourtant, selon les opérateurs du secteur bois, des dispositions prises par les départements ministériels en charge des questions de forêt et de protection de la nature afin d'exiger l'utilisation du bois légal. Mais cela reste encore sur du papier. Les décrets ont été signés et nous attendons vivement l'application sur le terrain. Parce que déjà quand on verra des marchés, on verra des marchés publics avec des charges, c'est-à-dire en précisant dans les charges de l'utilisation du bois légal, on comprendra que le décret est entré en application. Fort de ces blocages, les opérateurs du secteur bois exigent des pouvoirs publics des actions plus fortes et contraignantes, notamment la création des marchés locaux et l'implication des forêts communautaires dans le processus de commercialisation du bois légal. Nous sommes allés vers les forêts communautaires et les informations que nous sommes parvenus nous font état de ce que les documents leur sont délivrés un peu tard. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous aussi. Si on leur passe la commande, on devra attendre très longtemps pour être servi. Il faut créer des marchés où nous pouvons nous ravitailler et permettre et obliger les entreprises forestières qui font dans les exploitations forestières à mettre sur place, sur pied, des marchés locaux. Les opérateurs du secteur bois s'exprimaient à la faveur de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise des associations et des professionnels de la seconde transformation du bois. Le bureau exécutif, à l'occasion, a reçu mandat afin d'agir auprès des autorités compétentes en faveur de la consommation du bois légal au Cameroun.
Et l'instrument de contrôle de la légalité, la traçabilité du bois mis en place par le gouvernement suscite la controverse. L'Union européenne et la coopération allemande émettent des réserves sur cet instrument, estimant qu'il ne respecte pas les normes internationales et qui n'est pas l'instrument attendu par les partenaires internationaux du Cameroun afin d'avoir une meilleure lisibilité sur la légalité, la traçabilité du bois camerounais. C'est la substance d'un communiqué signé de la coopération allemande et de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Évoquons à présent cette porosité des frontières Tchad-Cameroun qui profite à des individus spécialisés dans la vente des véhicules échappant au paiement des taxes douanières. Ces véhicules ont été saisis sur ce corridor, notamment à Toubouro, dans la région de l'Adamawa. Là-bas, le peloton routier de la gendarmerie de Tcholiré a interpellé des individus présumés resellers de ces véhicules. Des précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Isabelle Carole Zoupette. L'embouteillage observé depuis quelque temps sur le corridor Douala-N'Djamena favorise toutes sortes de dérives chez les usagers indélicats au niveau de la frontière Cameroun-Tchad. Nous, les organisations socio-professionnelles du secteur de transport, depuis octobre 2020, nous avons lancé une sonnette d'alarme auprès des autorités et des pouvoirs publics sur la problématique liée à la double immatriculation des camions des expatriés. Les camions que vous venez de voir, nous l'avons saisi au niveau de la frontière de Bokjibo. Et le dossier que le véhicule en a, c'est le dossier qui appartient à d'autres véhicules qui sont accidentés, d'aucuns se sont brûlés au niveau de Voxom. Des transporteurs interpellés et dont les véhicules sont stationnés à la gendarmerie de Tcholiré ont cultivé la facilité pour éviter de payer les taxes liées à leur activité. Donc ils ont fait arborer aux véhicules les plaques du Tchad pour entrer au Cameroun. Quand ils entrent au Tchad, ils mettent les plaques du Cameroun. Nous avons mené les fouilles dans la voiture, les investigations, tout ça. Nous avons retrouvé les plaques d'immatriculation tchadienne et celles du Cameroun. Cette nouvelle pratique implémentée par des transporteurs véreux des deux pays cause un énorme manque à gagner sur l'économie du Tchad et du Cameroun. Ils jouent au faux jeu, c'est-à-dire ni l'impôt camerounais ni l'impôt tchadien ne peut les interpeller ou bien ne peut leur mettre la main là-dessus. Par ailleurs, ceux des transporteurs qui sont à jour payent le prix de l'indélicatesse causée par leurs collègues. Tout ceci interpelle désormais une vigilance accrue des forces de maintien de l'ordre et de la douane. Certains gestionnaires des fonds Covid-19 auraient perdu le sommeil et pour cause, l'audit des 10 fonds a révélé des cas de malversation financière selon le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. À cet égard, une enquête judiciaire a été prescrite contre les auteurs, les co-auteurs et complices de ces malversations financières. C'est une instruction du chef de l'État adressée au ministre de la Justice dans une lettre signée du secrétaire général de la présidence de la République. Dans le reste de l'actualité, à Buea, des tensions vives sont déjà observées à cause des litiges fonciers des populations qui se réclament propriétaires des terres appartenant à l'État selon la CONAC. Un bras de fer qui risque d'embraser la situation, la cohésion sociale dans cette partie du Cameroun, selon des avocats qui défendent la cause des populations dans ce bras de fer. Des précisions avec Derek Diator et Gladys Sidier. La question des litiges fonciers dans la région du Sud-Ouest divise autorités et population. Au milieu de cette guerre, la CONAC entre en jeu et donne jusqu'au 9 avril 2021 à tous les occupants des terres relevant du domaine de l'État dans le département du Fako pour présenter des pièces justificatives. Titre foncier permis de bâtir, entre autres. Selon la CONAC, il n'existe pas moins de 14 sites dans la ville de Buea, propriété de l'État, sur lesquels les populations se sont illégalement installées. Faux, retorque cet avocat qui défend depuis plusieurs mois la cause des autochtones. Maître Ikomi Kongi indique que depuis l'époque coloniale, les communautés villageoises propriétaires des terres querellées percevaient des commissions des Britanniques qui les exploitaient. I can tell you that as far as 1959,
the British government was paying rents to the Joint Council, Bakri Council of Victoria and Boya Council. They're paying rents over all the lands that were occupied by government. Selon lui, la démarche du gouvernement est biaisée. Maître Ikomi croit savoir que la meilleure option serait de procéder à une expropriation légale en indemnisant les populations au lieu de tenter de les chasser de leurs terres. Il craint une escalade des tensions. Because it will get to a point where our young Fako boys and girls will not have a place to build their houses, they'll not have a place to farm, and they'll be surrounded by strangers. La CONAC, qui s'est saisie du dossier, donne rendez-vous à toutes les parties prenantes dans cette affaire le 9 avril au Palais des Congrès de Yaoundé. Le génie militaire met son savoir-faire au service des causes sociales. Il est engagé dans des chantiers dans la cité capitale, notamment ceux de l'archidiocèse de Yaoundé. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma, s'est rendu dans ces lieux afin de toucher du doigt les travaux réalisés par le génie militaire. Compte rendu, Joël Essengue et Gizogo. Porté au nu, le génie militaire vient de voir certains de ces chantiers réalisés en faveur des civils, notamment de l'archidiocèse de Yaoundé, visités par le ministre de la Défense. Première halte de Joseph Betty Assoma, qui était accompagné par l'archevêque du diocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lezoa, laquelle abrite également l'aumônerie diocésaine Saint-Paul des Jeunes de Yaoundé. Là, c'est un bâtiment R+2 totalement rénové qui s'offre désormais aux fidèles. Et période pascale oblige, une salle du chemin de croix est en bonne place. On peut remarquer les 14 stations. Et c'est une salle de 200 mètres carrés de superficie. Plus loin, la deuxième escale a lieu au collège La Retraite, l'un des établissements confessionnels réputés du Cameroun, qui fait l'objet d'un agrandissement. Notre chantier est un bâtiment R+3. Il mesure 55 mètres de long. C'est un bâtiment qui sera composé de 20 salles de classe à raison de 5 par niveau. Quand il sera achevé, il pourra accueillir 1000 élèves à raison de 50 par salle de classe. Ce que le ministre de la Défense y a relevé, certes sur un ton badin, c'est le savoir-faire du génie militaire. Il y avait une entreprise civile, une structure civile avec laquelle... Vous êtes arrivé en militaire pour prendre le chantier. Il y avait une entreprise qui avait déjà été sollicitée et qui avait fait un projet pour un bâtiment R+4. Nous ne sommes pas allés avec ce projet R+4 d'abord parce qu'un projet R+4 nécessite un ascenseur et deuxièmement nous avons trouvé que ça prenait un peu plus d'espace s'il fallait réaliser par la suite un gymnase. C'est la raison pour laquelle nous avons redessiné ce bâtiment. L'archidiocèse de Yaoundé n'en pense pas moins du moment qu'il se voit doté d'infrastructures modernes. Que ce soit pour l'église Saint-Jean-Baptiste de Lezoa, que ce soit le chantier en cours ici au collège de la Retraite. Notre appréciation est unanimement satisfaisante parce qu'il y a et la technicité, il y a la programmation, il y a même l'esthétique des ouvrages. En relevant qu'il y a là l'expression du lien armée-nation, le ministre de la Défense ne peut ignorer que les Camerounais vont en attendre davantage du génie militaire. Christian Cardinal Toumi sont prévus les 19 et 20 avril 2021 à Douala. À une dizaine de jours de ses obsèques, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, exhorte les chrétiens catholiques à prier pour le repos de son âme. Malgré leur faible représentativité, les femmes parlementaires ont œuvré au sein de l'Assemblée nationale. À cette occasion, un vernissage a été organisé pour retracer le parcours de ces femmes depuis la création de cette auguste chambre. Joël Essengue et Gizogo. À l'Assemblée nationale, la marche des femmes au sein de cette institution depuis sa création a laissé des traces et est loin de disparaître de la mémoire collective. Pour perpétuer ce rôle majeur des femmes au Parlement, le président de l'Assemblée nationale a assisté au vernissage de l'exposition intitulée « La route du leadership féminin au Parlement » dans l'enceinte du Musée national à Yaoundé. Même si
Petit bémol, le défaut d'archives fait remonter l'exposition à partir de 1973 avec des figures féminines qui se démarquent. Le président de l'Assemblée nationale ne doute pas qu'il y ait matière à féliciter. Félicitations à toutes les femmes du Cameroun. Au cœur de cette épopée, le secrétaire général de l'Assemblée nationale met l'accent sur les temps forts de cette marche qui ont été couronnés par la représentation croissante des femmes à l'Assemblée nationale jusqu'à ce jour. La petite remontée, c'est pour ça que vous voyez, quand c'est jaune, ça veut dire que les clignotants commencent à être positifs. Quand c'est rouge, ça veut dire que vraiment il y a un problème. Et on passe donc de 19, ensuite à 25. Mais le grand bond, c'est à la 8e législature, à la 9e législature, quand on passe de 25 à 56. Pour mieux marquer dans le marbre cette trace féminine à l'Assemblée nationale, Kavaïege Djibril a remis 2 exemplaires d'un livre qui retrace ce parcours des femmes au sein de cette institution au ministre des Arts et de la Culture et à celui de la promotion de la femme et de la famille. L'exposition La route du leadership féminin au Parlement se déroule jusqu'à la fin de la session de mars, actuellement en cours à l'Assemblée nationale. Dans l'escale internationale, je vous le disais en titre, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a réagi au verdict de la Cour pénale internationale acquittant définitivement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'était lors du Conseil de ministres, le tout premier après le remaniement ministériel en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien affirme qu'ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Alassane Ouattara s'engage à prendre des dispositions pour la prise en charge des frais de voyage de l'ex-président Laurent Gbagbo et le paiement de ses indemnités dues à son statut d'ancien président. Je vous invite à suivre Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Les propos d'Alassane Dramane Ouattara ce jour, lors du tout premier conseil du ministre après le réaménagement gouvernemental en Côte d'Ivoire, s'adressant à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien président ivoirien et son ancien ministre, son bras droit, qui ont passé près de 10 ans à la Cour pénale internationale dans une procédure judiciaire où ils viennent d'être définitivement acquittés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Bonapliso et Bonanjo, ainsi que 16 autres quartiers de Douala sans eau demain. C'est du moins l'annonce qui vient d'être faite par la Camwata. Elle se justifie en invoquant une coupure d'énergie électrique programmée à la station de production de Yato.
ce qui, selon la CAMWATA, va entraîner une baisse du débit d'eau ou même un manque d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Cela concerne au moins 3 arrondissements. L'arrondissement de la première où se trouve Bonandio, quartier administratif Bonapriso, Aqua également. Dans le 2e arrondissement de Douala, aussi concerné avec Newton Aéroport. Et dans le 3e arrondissement avec la Cité-Sic et la zone industrielle de Bassa. Et elle annonce que des camions pourraient permettre aux populations de se ravitailler en eau, notamment dans les quartiers les plus affectés. Elle sait que cela va provoquer des désagréments. Elle a présenté ses excuses, mais cela ne suffit pas au regard des plaintes des populations depuis de nombreuses années sur l'indisponibilité de l'eau dans la ville de Douala. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinoxoir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalan. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinoxoir.